Je vais revenir sur donc, certaines questions qui ont été abordées ce matin, mais en me plaçant plutôt du point de vue de la poésie. Je me suis intéressé au rôle que la poésie a joué dans le parcours et dans l'élaboration de la pensée de Bello. Et il me semble que ce rôle a été déterminant malgré l'importance plus visible de la théorie, de l'essai et du roman. Alors je souligne d'abord que, né en 1930, André Bello est de la même génération que Gaston Miron, né en 1928, Roland Giguère, Paul-Marie Lapointe et Michel Van Scandel, nés en 1929, Fernand Ouellet et Jean-Guy Pilon, nés en 1930, Gatien Lapointe, né en 1931, ou Jacques Brault, né en 1933. Tous ces auteurs sont d'abord des poètes. Il y a bien sûr des romanciers québécois importants nés dans les mêmes années, comme Hubert Aquin, né en 1929, ou Jacques Godbout, né en 1933, mais les auteurs québécois marquants nés entre 28 et 33 sont très majoritairement des poètes, que l'on regroupe habituellement sous le nom de Génération de l'Hexagone, en raison donc de l'action déterminante de cette maison d'édition à partir de 1953. C'est justement cette année-là qu'André Bello commence à publier dans le Quartier latin. Dans un des articles qu'il a signé pour ce journal étudiant de l'Université de Montréal, Bello signale l'apparition de 3 recueils publiés par des étudiants de cette université, Georges Cartier, Gatien Lapointe et Jean-Guy Pilon. Bello a dans ce texte des accents très mironiens qui montrent qu'il est déjà très proche du milieu des jeunes poètes et de leur état d'esprit. Après avoir présenté les 3 recueils, il écrit que cette poésie indique peut-être, je le cite, que nous sommes en marche, en train de laisser derrière nous les déserts du prêchi-prêcha et de la glose stérile pour entrer enfin dans la terre promise de l'action et de la création. Il est jeune. C'est non seulement le nous et le ton de Miron à l'époque, mais aussi la lecture que celui-ci propose de l'apport de sa génération. Je cite Miron, nous assistons, c'est ce qu'écrit Miron dans un prospectus de l'Hexagone, à la fin de l'aliénation du poète ou l'exil de l'intérieur, la participation de plus en plus fréquente des poètes aux luttes qui nous confrontent les a révélés à eux et à leur réel. Bello s'éloignera plus tard de la poésie dans ses propositions théoriques pour faire valoir le principe dialogique et le genre de l'essai, mais ses propositions sur la sociocritique se situeront dans le prolongement de ce que propose l'Hexagone au début des années 1950. Les sciences sociales ont bien sûr marqué les poètes québécois des années 50, mais certains poètes de cette époque, en particulier Gaston Miron et Michel Van Scandel, ont eux aussi marqué le développement d'une approche sociale de la littérature par des critiques comme Gilles Marcotte ou André Bello. Dans ses textes théoriques ultérieurs, Bello mettra en question la naïveté des conceptions de la littérature qui la ramènent à un acte de communication, mais il insistera en même temps sur la relation entre les formes de la topique commune et plaidera pour une réactivation de l'œuvre, je le cite, par la sociocritique, comme destination, parole, comme quelque chose faisant signe à quelqu'un. Au-delà du nationalisme littéraire, il s'agit bien du fondement du discours des prospectus de l'Hexagone. Les poètes de la génération de l'Hexagone ont beaucoup pratiqué l'essai pour tenter de définir leur situation, et c'est sur ce terrain qu'ils rejoignent André Bello à la revue Liberté, revue qui commence à paraître en 1959. On sait que Bello figure parmi les fondateurs de la revue et qu'il y restera attaché toute sa vie. L'importance de la poésie à Liberté est au départ considérable. Le Sceau de l'Hexagone figure sur le premier numéro, qui comporte, en plus d'un long article de Michel Van Scandel sur les rapports entre langage, poésie et engagement, 2 chroniques de poésie, l'une du même Van Scandel, l'autre de Gilles Marcotte. Par ailleurs, un texte d'appui à la grève des réalisateurs de Radio-Canada est signé par 6 personnes, dont 5 ont alors publié un recueil de poèmes. Bello, j'y reviendrai, ne figure pas parmi les signataires. Après le texte liminaire où Liberté se déclare ouverte à tous ceux qui ont quelque chose à dire, le premier article du numéro est signé par Bello. Il s'agit d'une analyse de la loi canadienne sur la radiodiffusion où il explique le contenu de la loi et la met en relation avec le récent rapport de la Commission royale d'enquête sur la radio et la télévision. Ce texte très didactique, où Bello met en lumière les oppositions entre les intérêts publics et privés, s'inscrit dans l'actualité en raison de la grève des réalisateurs de Radio-Canada, mais Bello ne fait nulle part allusion au conflit, s'en tenant au bilan analytique des aspects juridiques de la radio et de la télévision publique au Canada. Il faut noter que plusieurs des collaborateurs de Liberté travaillent à Radio-Canada, soit à temps plein, soit comme collaborateurs occasionnels, c'est le cas de Bello, qui est alors à l'emploi de l'Office national du film.
Bello se situe donc au centre des préoccupations des collaborateurs de la revue en abordant la question de la radio et de la télévision publique, tout en adoptant une distance analytique qui le met un peu à l'écart, d'autant qu'il ne signe pas donc le texte de protestation qui figure dans le numéro. À l'égard de la poésie, il garde aussi ses distances. Pendant longtemps, il rédigera surtout des comptes rendus qui portent sur des essais, des romans ou des films. Après la publication du premier numéro de Liberté, un conflit assez vif oppose certains poètes les uns aux autres, en particulier le directeur, Jean-Guy Pilon, qui est aussi cadre à Radio-Canada et que Bello appuie, et d'autre part trois poètes qui voudraient donner une orientation politique plus précise à la revue, Gilles Hainaut, Paul-Marie Lapointe et Michel Van Scandel. Ces trois poètes, selon les termes de Van Scandel, voulaient sortir de la gangue étroite du littéraire, craignant que la revue ne devienne, selon une autre expression de Van Scandel, une simple boîte aux lettres. Bello se range du côté du pluralisme affiché dans la présentation du premier numéro de la revue et remplace Van Scandel comme secrétaire de la rédaction à partir du numéro suivant. Par la suite, même s'il assume un rôle complémentaire dans une équipe où plusieurs poètes, dont son ami Fernand Ouellette, continueront de donner le ton, Bello participe pleinement par une collaboration très régulière à la personnalité collective de la revue. Il le fait surtout au départ par des comptes rendus, mais il publie aussi quelques textes de création. Le premier est sans doute parmi tous les textes qu'il a signés, celui dont la dimension lyrique est la plus accusée. Il s'agit de Suite urbaine, d'abord paru dans le 6e numéro de la revue en 1959 et qui sera repris plusieurs fois sous le titre « Mon cœur est une ville ». Alors, dans un numéro de Liberté sur Montréal en 1963, dans Y a-t-il un intellectuel dans la salle, et enfin dans Surprendre les voix comme texte liminaire. Il y a même des extraits qui figurent dans une nouvelle par ailleurs. Ce texte, proche du poème en prose, sorte de spleen de Montréal, débute par un quasi alexandrin, la rue Saint-Denis m'est douce et je la sais par cœur, et à un certain moment, le lyrisme typique de la poésie du pays s'y fait même entendre. Je cite « Fleuve sans mer dans un pays de préhistoire, j'attends le jour de ma naissance ». Ça résume à la fois le style et le propos de la poésie du pays, en fait. Ailleurs, Bello pastiche le bilan désabusé d'une saison en enfer et s'inspire ouvertement d'Apollinaire. Je cite un passage. « C'est ainsi que la ville se révélait et que j'appris à la connaître et à l'aimer. Et j'improvisais en marchant d'absurdes poèmes à demi oubliés. C'est le marcheur des rues, c'est le marcheur du roi, c'est le courrier de la désespérance. Il porte un pli secret de très haute importance, mais il ne sait pas à qui le donner. Toi, tu marches sur la rue Saint-Denis, la rue de ta jeunesse, t'as comme Apollinaire un livre sous le bras. Vienne le temps d'amour, vienne le mois de mai, vienne le temps de la nécessité. » Même dans ce texte lyrique, Bello reste un écrivain du discours second, qui écrit constamment, selon l'expression de Jean Marcel, qui en fait un élément définitoire de l'essai, à partir d'un corpus culturel. D'autres textes plus tardifs de Bello, comme La feuille de tremble, d'abord paru en 1974 et repris dans les deux recueils, emprunteront cette voie lyrique qui s'intégrera à une pratique de l'essai qui deviendra tardivement pour Bello un genre littéraire à part entière. Ce changement se produit au cours des années 1970. Il est, comme les débuts, lié à la revue Liberté et un phénomène de génération. En effet, au cours des années 1970, plusieurs membres du comité de rédaction de la revue Liberté sont des professeurs d'université, comme Bello, ou de lettres, qu'il est devenu à la fondation du CAM, comme vous le savez, en 1969. La présence des professeurs d'université s'accentue au tournant des années 1980. En effet, en mars 1980, la revue change de comité de rédaction. Jean-Guy Pilon, qui avait été jusqu'alors le principal directeur de la revue, cède la place à François Ricard, professeur à l'Université McGill. Le comité de rédaction réunit principalement dès lors des universitaires. En 1980, il comporte 6 professeurs d'université et 3 autres écrivains. Dans la mesure où les études de Bello en lettres ont été tardives, à la suite de sa démission de l'ONF, il rejoint la plus jeune génération avec laquelle il a étudié. Le changement de comité de rédaction conduit à une réorientation significative de la revue du point de vue de la présence de la poésie. Les poèmes publiés deviennent beaucoup moins nombreux. La poésie devient même pour plusieurs un adversaire. François Ricard oppose par exemple dans un numéro de 1980 la poésie à la prose, laquelle serait une résistance au sacré, et il ajoute « c'est à mon avis tout ce qui sauve la littérature, tout ce qui la rend précieuse ». Quelques années plus tard, Jean Larose et Robert Melançon s'en prendront à la modernité poétique telle qu'elle s'est manifestée à la Nouvelle Barre du Jour,
Ces trois auteurs sont paradoxalement de la génération que Ricard qualifiera de lyrique et dont il dira chercher à se délivrer. Dans ce contexte, Bello acquiert un nouveau rôle au sein de Liberté. Il est non plus le compagnon qui élargit l'horizon de la revue, mais l'aîné qui indique et cautionne de nouvelles voies dégagées de la domination de la poésie. Bello participe avec une génération plus jeune au passage de la poésie à l'essai comme genre de référence à Liberté, ce qui fédère malgré tout la poésie et le roman au sein de la revue, puisque certains collaborateurs comme Fernand Ouellet ou Jacques Brault restent avant tout des poètes tout en pratiquant l'essai. L'influence de Bello est particulièrement manifeste chez Ricard, qui dit d'ailleurs de Bello qu'il fut longtemps pour lui le destinataire privilégié. Sa critique du nationalisme ouvre par ailleurs la voie au pamphlet de Jean Larose, qui remet lui aussi en question plusieurs aspects de la poésie, par exemple chez Néligan, dont il fait une figure de la nation. Chez Bello, la critique de la poésie emprunte parfois la voie polémique, comme chez Ricard et Larose, par exemple lorsqu'il oppose l'innocence poétique à la maturité essayistique, mais il se place plus volontiers sur le terrain théorique. Si Liberté a été, selon les dires de Bello lui-même, l'un des éléments essentiels de son parcours, on sait qu'une rencontre est tout particulièrement décisive pour lui, celle de la pensée de Mikhaïl Bakhtin. Comme le souligne le titre « Surprendre les voix » et le texte éponyme qui conclut le recueil, le dialogisme est pour Bello un principe fondamental, celui à partir duquel il définit la littérature et l'identité elle-même. Alors, je cite un passage de l'un de ses essais. « Je sais bien que mon monologue intérieur est issu des langages contrastés de ma société et que je suis fait d'eux. » Alors, chez Bakhtin, Bello trouve aussi une valorisation du roman et de certains romanciers comme Rabelais qui correspond à ses intérêts. La pensée de Bakhtin, qui fonde la littérature sur le romanesque, conduit à marginaliser le poétique, comme la fonction poétique conduit à marginaliser le romanesque. Dans Esthétique et théorie du roman, on lit, je cite, « Dans les genres poétiques au sens étroit, la dialogisation naturelle du discours n'est pas utilisée littérairement, le discours se suffit à lui-même et ne présume pas, au-delà de ses limites, les énoncés d'autrui. Le style poétique est conventionnellement aliéné de toute action réciproque avec le discours d'autrui, tout regard vers le discours d'un autre. » Fin de citation. Cela est peut-être vrai pour la poésie de Khlebnikov, mais comment appliquer une telle proposition à la poésie de Miron? C'est d'ailleurs précisément à l'exemple de Miron que Bello recourt lorsqu'il veut illustrer le dialogisme dans Surprendre les voix. Je cite Bello. « Chaque fois que j'ai entendu Gaston Miron sur le sujet de l'indépendance, ses paroles prenaient la forme d'une réplique passionnée, visiblement destinée à des interlocuteurs adverses. Bien qu'ils fussent absents, ils revenaient sur leurs arguments, prévoyaient leurs réactions, nommaient même les personnes. » Bello évoque ici le comportement de l'individu Miron plutôt que les poèmes, mais tout lecteur de L'Homme rapaillé sait bien que dans ce recueil, le je est en perpétuelle relation avec d'autres, qu'il ne se suffit pas à lui-même. Bakhtin spécifiait d'ailleurs dans une note qu'il existe nombre de variantes hybrides des genres, particulièrement courantes aux époques de relève des langages littéraires poétiques. L'hybridité est justement la perspective que développe Bello dans ses travaux sur l'essai. C'est sous cet angle, davantage que par l'opposition, me semble-t-il, qu'il remet en question la place de la poésie dans la définition de la littérature. Le texte qui rend le mieux compte des perspectives de Bello sur la poétique des genres littéraires est, à mon avis, Approche et situation de l'essai québécois, dont il a déjà été question. Je voudrais y revenir brièvement pour en souligner deux aspects. D'abord, Bello y conteste, je cite, « l'influence exorbitante du métadiscours poétique sur le système littéraire et sur l'institution. On constate en effet, poursuit-il, que le langage théorique et critique sur la poésie, de même que ce que les poètes ne cessent de dire de leur pratique, a fini par constituer le canon même de la littérarité en général. » Bello déplore en particulier la tendance bien fâcheuse qui consiste à hypostasier les fameuses fonctions linguistiques de Jacobson de manière à ce qu'elles définissent des formes ou des genres. Bello cherche plutôt, je le cite, à insérer l'essai dans un ensemble plus large avec les éléments desquels il entrerait en relation. Il ne s'agit donc pas de remplacer un principe comme celui de la fonction poétique ou celui du dialogisme par un principe essayistique qui définirait une autre essence de la littérature, mais de mettre chacune des formes, y compris les formes du discours qui ne sont pas a priori littéraires, Bello y insiste,
en relation les unes avec les autres. Il s'agirait en somme non pas de se débarrasser de la poésie, mais de la remettre à sa place comme forme du discours parmi les autres. On peut en dire autant de la théorie, car Bello n'oppose pas non plus la théorie au lyrisme, comme on le voit beaucoup dans les années 1970. Dans le formol du formalisme, par exemple, un texte de 1983 qui est repris dans « Y a-t-il un intellectuel dans la salle ?», il met en question, je cite, « un certain objectivisme grammairien résolument sourd et au fond très idéaliste, qui ne s'intéresse qu'au texte chose, le texte sans joie. » Ce bref essai porte sur une étude d'un poème de François Villon. Bello reproche à son auteur de ne pas avoir essayé d'écouter un peu ce qui se passe en lui à la lecture du poème. Comme c'est le cas pour les genres littéraires, c'est le principe d'une alternative qui est remise en cause. La théorie ne s'oppose pas à l'écoute comme l'essai ne s'oppose pas à la poésie, même s'il remet sa domination en question. Ce principe de relation s'applique aussi au style singulier de Bello, qui fait cohabiter dans ses textes le délibératif, le lyrique, le narratif, le polémique et le théorique, faisant de l'essai une sorte de carrefour, et le même phénomène s'observe du point de vue des registres de langue, comme l'a observé Benoît Melançon. Dans le domaine de la poétique des genres, l'une des stratégies de Bello est aussi de mettre en valeur d'autres genres que la poésie et le roman, l'essai bien sûr, mais aussi la chanson, la nouvelle, le fantastique, et à l'égard du lyrisme confisqué par la poésie, de mettre en valeur le lyrisme proprement musical, à propos de Brahms en particulier. Malgré la mise à distance de la poésie, donc à laquelle il participe à liberté, en contribuant plus que nul autre à faire de l'essai l'étendard de la revue, et malgré sa remise en question de la domination théorique du genre poétique, Bello reste très attaché à la poésie. Son intérêt se manifeste rarement, mais avec intensité, de sorte qu'en analysant son parcours, il faut, à mon avis, à la fois considérer ses tentatives pour se dégager de l'emprise de la poésie et une fascination dont je voudrais donner rapidement quelques exemples. Je souligne d'abord que dans une conférence de 1972 où il présente la littérature québécoise à des étrangers, Bello fait l'éloge de plusieurs poètes québécois de sa génération, Jacques Brault, Paul-Marie Lapointe, Fernand Ouellette, Jean-Guy Pilon, dont il cite des extraits illustrant la thématique du pays. Il estime, je cite, que la poésie au Québec a connu de plus notables réussites que le roman. Et il reprend le diagnostic qu'il posait près de 20 ans plus tôt, « Nous avons enfin choisi le chemin de la vie », qui est une sorte de variation sur son texte de jeunesse. Mais dans les années qui suivent, il prend distance à l'égard de la poésie du pays. En 1974, bien qu'il ait une connaissance limitée de l'allemand, Bello réalise des traductions de 5 poèmes de Nelly Sachs et les publie dans la revue Liberté. En comparant ces traductions avec celles qu'a publiées Lionel Richard dans les années 1960, on constate que celles de Bello sont nettement moins lyriques, bien qu'elles soient, à mon avis, plus musicales. Dans ces traductions, Bello est à la fois plus proche du sens littéral. Il traduit, par exemple, Blauen par bleu et non par azur, comme le fait Richard. Ailleurs, il traduit le mot laoté non par lutte, qui est l'option choisie par Richard, mais par le mot plus abstrait son. L'austérité des textes de Bello s'accorde avec son texte de présentation très bref, comme s'il s'agissait de ne pas faire ombre aux poèmes qui suivent en indiquant que l'essentiel, à savoir la situation historique de Nelly Sachs et l'union des contraires que ces poèmes réaliseraient. Le choix de ces poèmes participe évidemment de la fascination de Bello pour le lointain et la profondeur auquel lui donnait accès, disait-il, la culture allemande. Comme l'a montré Robert Dion, la culture allemande, plus particulièrement le romantisme, est l'objet d'une projection. Je cite Robert, « La situation et le statut des romantiques sont en fait directement assimilés à ceux des écrivains québécois contemporains, leur marginalité au sein de l'Allemagne bourgeoise du 19e siècle renvoyant à celle de leurs lointains successeurs habitant un Québec américanisé menacé de déculturation. » Robert estime qu'il faut aussi voir chez Bello, je cite, un désir de différenciation vis-à-vis de la tradition française. Mais la distance de l'Allemagne est aussi l'occasion pour Bello, selon les termes qu'il utilise à propos de Fernand Ouellette, de situer, je cite, situer le langage poétique à une hauteur qui le garde des entreprises de dégradation. Ainsi, dans le premier poème de Nelly Sachs traduit par Bello, la thématique du pays, souvent associée euphoriquement à la naissance dans la dernière vague de la poésie du pays des années 1970, trouve des accents plus troubles. Donc, je cite un extrait de la traduction de Bello. « Un étranger porte toujours sa patrie dans ses bras, comme une orpheline.
Peut-être ne cherche-t-il pour elle qu'une tombe. Donner à la thématique du pays les accents du deuil, c'est aussi plus largement reconnaître les limites de la célébration lyrique. Le choix de Nelly Sachs, chassé de l'Allemagne par le nazisme, est d'ailleurs lié pour Bello, comme il le souligne lui-même, à la question de la possibilité de la poésie après Auschwitz. Je cite, « Nelly Sachs est sans doute le dernier des poètes de tradition juive à écrire en allemand. Adorno avait dit qu'après Auschwitz, il n'était plus possible de faire un poème. Pourtant, Nelly Sachs ne s'est pas tue. » Le commentaire d'Adorno, souvent cité, met dos à dos les idéalisations politiques et l'horreur de l'histoire et peut sembler un peu court. Comme l'écrit Pierre Mertin, s'il n'existe pas de balance où dans un plateau, on pourrait amonceler la souffrance des hommes et de l'autre, l'art destiné à la compenser. Mais par sa formule, Adorno disait avoir voulu non pas répondre, mais montrer la nécessité de se mesurer à la question de la possibilité de la poésie et plus largement de la culture après Auschwitz. Dans la littérature québécoise, l'une des œuvres ayant vraiment accueilli cette question est le recueil Mémoires de Jacques Brault, auquel André Bello a consacré l'un de ses rares essais portant sur la poésie. Ce recueil, le premier livre de Brault, paraît d'abord en 1965 au Québec et réédité en France en 1968. Le commentaire de Bello date de 1970. Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'un compte-rendu, mais d'une sorte de méditation. Le livre de Brault s'inscrit clairement dans le mouvement de la poésie du pays par sa thématique, mais sa dimension critique est beaucoup plus accusée que la célébration du territoire. Les vivants sont remis en question par les morts, en particulier les victimes de la Seconde Guerre. Deux des dimensions des textes de Nelly Sachs se trouvent donc ici réunies, la patrie, là où l'on est très mal, selon l'exergue d'Ilia Erango qui ouvre Suite fraternelle, et la grande tuerie, qui continuera de hanter les poèmes ultérieurs de Brault. Dans ses commentaires sur Mémoire, Bello n'aborde pas directement la guerre, marquant plutôt la capacité qu'aurait Brault d'élargir l'horizon de la poésie tout en restant à ras des mots des hommes. C'est l'expression qu'il utilise. Il insiste d'abord sur la remarquable unité et continuité entre Brault critique et Brault poète, ce qui est une façon de ramener à la fois la poésie et la critique à la littérature. Et il cite Brault qui affirmait dans un essai sur Alain Grandbois que la poésie ne saurait exister sans la prose. Ainsi, la poésie, loin d'affirmer son caractère singulier, serait, en théorie comme en pratique, solidaire de la prose. Dans ce texte, Bello tente surtout de dégager Brault de l'étiquette de poète du pays, en précisant que de toute façon, ce pays a surtout le visage d'une ville, ce qui est vrai pour Bello lui-même, et d'ailleurs un poème de mémoire qui s'intitule Rue Saint-Denis est très proche du texte Mon cœur est une ville de Bello. Bello revient plus loin sur le pays dans la poésie de Brault pour le présenter au bout du compte comme un contre-thème ou, à la rigueur, comme un thème contrastant. En conclusion, il fait l'éloge du pouvoir qu'a la parole de Brault d'ébranler en nous quelque chose qui nous rende à la fois davantage enracinés et plus humains. Ainsi, la poésie de Brault n'est pas débarrassée du pays, mais elle dépasserait les enjeux proprement nationalistes de la poésie du pays, en la mettant en cause, par exemple, dans ces deux vers de mémoire que cite Bello. « Neige de mon pays, si douce et si dure, c'est toi qui m'endors et m'abuse. » 5 ans plus tard, dans L'En dessous l'admirable, livre où Brault prend congé de la poésie du pays, on trouve un poème dédicacé à André Bello qui évoque un vif secret mis au noir que la neige, je cite, ce blanc tout mou qui s'étale partout, masquerait. J'y vois une correspondance assez nette avec les lieux communs de la poésie du pays qui, selon les termes de Bello dans son article, auraient chez certains tenu lieu de vie intérieure. Je dirais que dans les années 1970, même si elles se font très différemment, la critique du nationalisme de Brault et celle de Bello se rejoignent, en particulier parce qu'elles reposent sur une participation antérieure à l'esprit de la poésie du pays, dont ils se sont ensuite dégagés, l'un par l'en dessous, l'autre par un paradoxal indépendantisme antinationaliste. On voit bien dans les carnets de lecture de Bello que la poésie reste pour lui un accompagnement significatif tout au long de sa vie, de ses élans lyriques des débuts à ses prises de distance ultérieures. Ses cahiers, donc qu'il a tenus irrégulièrement de 1963 à 1986, ne sont pas vraiment de l'ordre du journal, sauf exception. Bello y aborde, en plus de ses lectures, surtout ses rencontres et ses voyages.
La poésie fait partie de la formation littéraire qu'il cherche au départ à se donner. Il est assez méthodique au départ en ce qui concerne ses lectures. Et ensuite, sporadiquement, de ses lectures. Celles-ci sont extraordinairement variées et plus elles se diversifient, moins la poésie y occupe de place. Et il est quand même question de poésie jusqu'à la fin, ce qui s'explique en partie par les allusions fréquentes au poète Fernand Ouellet, dont l'amitié aura été pour Belleau, comme il l'écrit à la toute fin du dernier cahier, l'honneur de sa vie. À certaines occasions, Belleau remet en question, donc dans ses cahiers, le prestige de la poésie, comme il le fait dans ses essais. Par exemple, lorsqu'il décrit une rencontre avec Serge Fauchereau, qui parle avec mépris des romans de Kurt Vonnegut. Alors, je cite ce que disait Vonnegut à Belleau: littérature alimentaire pour les enfants de 15 ans. On ne compare pas Paul Géraldi à Mallarmé. Ça devrait le correspondre. Belleau défend donc Abattoir 5 par des arguments formels, une suite de tableaux où se concentre chaque fois l'ensemble. Je trouve que c'est une belle réponse quand même. Et donc, il refuse la hiérarchie qui place la poésie en haut et la science-fiction en bas. Il ironise aussi parfois sur certains poètes, comme il le fait de temps à autre dans La Liberté. Mais lorsqu'il lit, par exemple, en 1974, du mouvement et de l'immobilité de Douve, digne de bonne foi, il se dit ébranlé, c'est le même mot qu'il utilisait quand il parlait de mémoire de Jean Gros. Et il renonce à préciser la nature de cet ébranlement. Alors, c'est une suspension de l'impulsion analytique assez surprenante chez lui. Je cite ce qu'il écrit dans ses carnets. « Mais comment maintenant lire de la poésie, à moins d'avoir le temps de faire chaque fois une démarche critique, construire avec le poète? Il faudrait que je fusse le poète moi-même. Il ne s'agit plus de lecture, il faudrait devenir peut-être un de ces horribles travailleurs qu'annonçait Rimbaud. » Mais il se limite ensuite à transcrire ce passage du livre de Bonnefoy. « Plutôt le lierre, disais-tu, l'attachement du lierre aux pierres de sa nuit, présence sans issue, visage sans racine. » Et il ajoute entre crochets, « Ceci m'enchante et me trouble. » Il écrit aussi, dans son dernier cahier, alors qu'il lutte contre la maladie et qu'il fait le bilan de sa vie, je cite, « Lorsque j'avais 20 ans, la beauté des poèmes et des mélodies renfermait comme une promesse pour ma propre vie. Elle était le signe d'un avenir en dehors d'elle. Mais rien n'est arrivé dans ma vie, et cette beauté, et ces vers, et ces chants sont toujours là, intacts dans leur essentielle inutilité, avec comme une dimension ajoutée maintenant de précarité, de douleur, de fragilité. Jamais ils ne changeront quoi que ce soit, et il me faut les aimer pour eux-mêmes. » En lisant cette note et d'autres notes de même nature dans ces cahiers, j'en suis venu à croire que les nombreuses remises en question de la poésie qu'on trouve dans les textes d'Henri Belleau avaient au fond pour but de préserver cette présence essentielle des lieux communs institutionnels aussi bien que théoriques dans lesquels il ne la reconnaissait pas. Je vous remercie.